Quelques jours après l'intervention de l'acteur de la société civile Michael Zodi pour dénoncer les conditions de vie des prisonniers de la maison d'arrêt de Niamey, ce matin, une mission du ministère de la Justice conduite par le procureur s'est rendue dans cette maison d'arrêt. Et puis demain, les enseignants membres de la cause Niger et SINASEB organisent une marche pacifique pour rappeler aux autorités leurs revendications. Mercredi 26 avril 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Je le disais dans les titres, demain, jeudi 27 avril 2017, la cause Niger et le SINASEB organisent une marche pacifique suivie d'un meeting à la place Toumo, une manifestation pour rappeler aux autorités de la 7e République toujours les revendications des enseignants qui sont en souffrance. Suivez plutôt. À travers cette manifestation pacifique de ce jeudi, la synergie cause Niger-SINASEB entend exprimer une fois de plus son mécontentement aux autorités de la 7e République qui n'arrivent toujours pas à honorer les engagements pris le 13 décembre 2016. Au nom donc de ces engagements, nous pouvons citer la finalisation donc du recrutement, l'octroi de matricule, la mise en solde, etc., etc. Et dans les faits, en dehors du paiement des pécules, rien n'a été fait. C'est pour cette raison que la coalition Cause Niger-SINASEB avait projeté une marche pacifique sur l'ensemble des chefs-lieux de région demain à partir de 8h. Et concernant le cas de Niamey, le coup de sifflet sera donné au niveau donc de la place Toumon. Et là, nous invitons l'ensemble des parents d'élèves et les enseignants à y prendre part parce qu'il y va de leur intérêt, il y va du survie, n'est-ce pas, de l'école publique nigérienne. Donc, et jusque-là, je précise et je notifie que nous n'avons pas eu de notification d'interdiction donc de cette marche. Donc, la marche aura bel et bien lieu demain, Inch'Allah. En plus de la marche de ce jeudi, Cause Niger et SINASEB appellent à une nouvelle grève en fin de cette semaine et la semaine prochaine. On avait programmé une grève de 6 jours qui va commencer à partir du vendredi et samedi sur cette semaine. Mais l'autre semaine, comme le lundi est en férié, à partir du mardi, la grève va se poursuivre jusqu'au vendredi. Sauf que cette fois-ci, nous avons innové avec, n'est-ce pas, une journée de jeûne, c'est-à-dire le jeudi, sur toute l'étendue du territoire national, et une journée de lecture de Saint-Coran et de prières collectives le vendredi à partir de 9h. Ce mouvement sera organisé en l'absence du syndicat national des enseignants du Niger SNEN qui s'est retiré de cette synergie. Une décision qui ne décourage guère la synergie cause Niger-SINASEB dans son combat, indiquent les responsables de cette synergie. Le collectif des organisateurs de la marche des marches citoyennes était face à la presse cet après-midi. Les organisateurs de ces marches citoyennes appellent la population de Niamey à participer massivement demain à la marche qu'organise la synergie cause Niger-SINASEB, une marche pour rappeler aux autorités les revendications des enseignants. Autre point développé au cours du point de presse de ce collectif, c'est relativement à cette affaire de la plainte déposée contre X. Le collectif annonce déjà le début de collecte de la caution de 20 millions qu'ils vont déposer auprès de la justice. Suivez un extrait de ce point de presse. Nous, organisation de la société civile, nous sommes partants et nous apportons notre soutien inconditionnel et indéfectible au mouvement des enseignants. La cause de l'éducation est une cause nationale, une question nationale, j'allais dire, qui concerne tout le monde. Et tout le monde connaît aujourd'hui la situation dans laquelle l'école est plongée. Et si rien n'est fait, c'est la catastrophe. Et c'est ça que nous voulons éviter. Et c'est pour cela que nous soutenons tous les acteurs qui luttent en faveur de l'école. Voilà les raisons pour lesquelles le collectif des organisations de la société civile a décidé de soutenir les enseignants dans leur mouvement. L'heure qui nous a été communiquée, c'est 8h à partir de la place Toumont,
de la place Thomas à la place de la concertation. Et nous invitons vraiment tout le monde à apporter son soutien aux enseignants. Le deuxième point, c'est par rapport à l'impunité. Je disais tout à l'heure que vous souviendrez que nous avons initié, nous avons déposé une plainte contre X devant le doyen des juges et une caution nous a été fixée. Et depuis lors, nous avons certes communiqué par rapport au montant de la caution et des mécanismes qui puissent nous permettre de réunir le montant de la caution qui, comme vous le savez, est de 20 millions. Alors, à l'heure où nous sommes, nous avons fait toutes les démarches administratives pour l'ouverture d'un compte citoyen et nous estimons que d'ici la fin de la semaine, le compte sera opérationnel. Aujourd'hui, c'est seulement le numéro que nous n'avons pas et nous allons le communiquer dès que nous l'ayons. Pour que les citoyens qui désirent participer à ces cotisations citoyennes puissent le faire. Et nous avons également pensé à tous les mécanismes pour faciliter les cotisations, parce que nous avons demandé à ce qu'il soit possible à tous les citoyens de le faire par téléphone ou de le faire en ligne. C'est possible. Ou vous pouvez directement vous déplacer pour aller dans une agence de la banque auprès de laquelle nous avons ouvert ce compte. Et c'est au niveau de l'Ecobank que nous avons ouvert ce compte. Et les contributions ont commencé. Ça c'est une contribution anonyme de Colo. Le deuxième aspect de la question de l'impunité, c'est par rapport aux 40 dossiers sur lesquels nous avons ouvert des pétitions. Eh bien, nous sommes maintenant à la phase finale. Nous sommes en train de collecter les différentes listes signées et nous nous sommes donnés comme date butoir de fin de collecte des listes le 10 mai. Donc le 10 mai, toutes les organisations qui ont des listes n'ont qu'à les déposer soit directement au niveau du comité d'organisation ou au niveau des organisations membres du mouvement citoyen. Je le disais dans le titre, l'acteur de la société civile nigérienne, Michael Zodi, était l'invité du plateau de la télévision La Barre le dimanche dernier. Au cours de cette occasion, donc à l'occasion de cette invitation, Michael Zodi a évoqué les conditions de vie des personnes détenues à la maison d'arrêt de Niamey. Et une intervention qui a suscité une visite ce matin du procureur de la République et du secrétaire général adjoint du ministère de la Justice pour s'inquérir justement des conditions de vie dans la maison d'arrêt de Niamey. C'était en présence de notre reporter Abdelrazak Hamidou et Sadou Doumi. C'est suite aux déclarations de l'acteur de la société civile Michael Zodi sur les conditions de détention des détenus de la prison civile de Niamey, où lui-même avait séjourné quelques jours plus tôt, que le ministère de la Justice, par le biais de son secrétaire général adjoint, a décidé de s'y rendre pour constater de visu ce qu'il qualifie d'allégations. S'agissant des allégations de repas, d'un seul repas servi par jour, je voudrais rappeler ici que même le décret 368 de 1999 portant régime intérieur des établissements pénitentiaires prévoyait 2 repas par jour, un à midi, un le soir. Il se trouve que tout récemment, l'Assemblée a voté une loi en 2017 et ce repas est porté à 3 par jour. Cette situation est particulière chez les enfants parce que vous avez vu aussi avec nous qu'il y a des mineurs qui sont détenus. Eux, ils bénéficient de 3 plats par jour et avec différents appuis qui sont apportés par les partenaires techniques et financiers. Chez les femmes, il y a également, vous avez pu le constater avec nous, de bonnes dispositions qui sont prises. Et je pense que vous serez convaincus avec nous maintenant, au sortir de cette visite, que les détenus bénéficient bien de 2 repas par jour et non un seul, comme cela a été indiqué. La situation de mouroir telle qu'elle a été décrite ici n'en est pas une. Vous avez bien vu que les détenus sont en tout cas aussi bien
pour les soins médicaux que pour leur alimentation, ils sont totalement pris en charge. L'image qui a été rapportée de cette maison d'arrêt est tout simplement fausse. Une prison dont la création remonte à 1947 et qui compte 1309 détenus, alors qu'à la base n'en devrait abriter que 350. Il y a 370 condamnés, il y a 937 prévenus, c'est-à-dire ceux qui attendent leur jugement. Quand vous voyez un peu la balance, vous voyez bien que ça penche au niveau des prévenus. C'est-à-dire que les prévenus sont plus nombreux que les détenus. En ce qui concerne les condamnés, d'habitude, ce qui se passe, c'est que quand la personne est condamnée avec un certain nombre d'années, ces personnes sont transférées au niveau des hautes juridictions, des juridictions on qualifie de juridictions de haute sécurité. Mais maintenant, ce n'est pas possible parce qu'avec le flux de détenus terroristes que nous avons, c'est pratiquement impossible. Donc, il y a un certain nombre d'efforts qui ont été entrepris pour résorber un peu le flux de personnes qui arrivent. Alors où je vous dis, aujourd'hui, là, vous n'avez pas moins de 30 à 40 personnes qui sont dans les unités d'enquête, qui doivent être déférées pour des faits qu'ils ont commis. Mais il faut bien que la justice tourne. Une visite qui a vu cette délégation se rendre dans plusieurs compartiments de la prison civile, entre autres la salle de soins, la cuisine, les compartiments des mineurs, mais aussi des femmes. A noter également qu'une nouvelle maison d'arrêt de 1500 places sera bientôt construite pour permettre de désengorger cette maison d'arrêt de Niamey et de soulager les souffrances des détenus. Restons dans cette maison d'arrêt de Niamey pour mettre cette pensée positive à notre confrère de la télévision Bonferré, Baba Alpha, qui va passer sa 28e nuit de détention dans cette maison d'arrêt de Niamey. Baba Alpha, son père âgé de 70 ans et Omar Sidi sont poursuivis pour faux et usage de faux en écriture publique dans l'établissement de pièces d'état civil. Poursuite des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017. À cet effet, les élus nationaux étaient ce matin en plénière pour apprécier le rapport d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate. Une séance qui a été d'ailleurs boycottée par le groupe parlementaire de l'opposition. Plus de précisions dans cet élément signé Adam Soumana et Chebou Guisso. La présente plénière à l'hémicycle de l'Assemblée nationale vise à porter à la connaissance des élus nationaux le contenu du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite d'Uranium Gate. Une séance boycottée par l'opposition parlementaire qui a d'ailleurs animé à cet effet un point de presse diversement apprécié par les deux bords politiques. J'aimerais d'entrée de jeu vous dire qu'au niveau de l'opposition, nous avons fait de la bonne gouvernance notre credo. Que le peuple nigérien se rassure. Chaque fois que des manœuvres sournoises sont entreprises pour remettre en cause ses intérêts, nous allons nous élever contre ces manœuvres. Pour nous, s'agissant des travaux de cette commission, les débats ont été escamotés, la procédure a été escamotée. Le président de l'Assemblée, il faut le rappeler, qui a juré sur le livre saint de sa confession de respecter et de faire respecter les textes qui régissent le fonctionnement de notre institution, a délibérément violé ces textes. C'est dire que la plénière d'aujourd'hui est inopportune, en ce sens que les débats sont clos. C'est très dommage parce que lorsque les gens n'arrivent pas à distinguer un militant tout court d'un parti politique et un député, parce qu'un député, il est régi par un certain nombre de textes, à savoir le statut de député, la Constitution a tout balisé et le règlement intérieur de l'Assemblée. Donc certaines actions isolées posées, vraiment qui ne concordent pas avec la règle de l'art, vraiment ça fait partie d'une manifestation d'un militant tout court. Et au niveau de l'Assemblée, vraiment, ça ne sied pas. Ils ont participé à toutes les auditions, ils ont posé des questions. C'était le jour là où on va, c'est-à-dire déposer le rapport pour signer les conclusions. C'était le jour là où ils ont fermé leur cellulaire. Donc on les a tentés de les joindre. En réalité, ils ont boycotté le travaux. Et ça, vraiment, c'est pas de l'éthique, c'est pas de bon sens, c'est la responsabilité, il faut qu'on s'assume. En réalité, c'est quoi? La commission a 45 jours. Il y a 15 jours d'investigation et 1 mois pour produire le rapport.
Donc ils ont fait les investigations, toutes les auditions, toutes les personnes concernées, ils les ont auditionnées dans 15 jours. Et ils ont produit le rapport, c'est-à-dire le rapport, ils ne sont pas tenus de faire un mois. La rédaction peut prendre une semaine, peut prendre 5 jours, peut prendre un mois comme on a convenu, mais quand même le délai légal qu'on a déposé, c'est 45 jours. Donc si les membres de la commission, à l'unanimité, ils ont fini le rapport une semaine ou 2 semaines, ça on peut pas, ils ne sont pas tenus d'attendre jusqu'à 45 jours. C'est ça en réalité. Et c'est ce qui est la mauvaise part, c'est que l'opposition ne devait pas. Le dernier jour, ils savaient que déjà ils ont tout fait sur le rapport. C'est le dernier jour, ils ont refusé de signer. Relativement à l'enquête parlementaire proprement dite, les deux camps tirent chacun son propre bilan. Les différentes auditions n'ont fait qu'amplifier le doute quant à cette transaction. L'implication du directeur de cabinet du président de la République, Hashim Massoudou, est confirmée et seule une action judiciaire permettra au peuple nigérien de rentrer dans ce droit et de démêler les ficelles de ce vaste scandale financier ayant fortement entaché la crédibilité de notre pays. Nous recommandons par conséquent que l'Assemblée nationale vote une mise en accusation contre le directeur de cabinet du président de la République, M. Massoudou Assumi. En fait, on a travaillé avec sérénité vraiment avec eux, du début jusqu'à la fin. Mais malheureusement, on s'est rendu compte, maintenant, on se rend compte qu'ils étaient en train de jouer un double jeu en fait. Parce qu'on avait déjà constaté avec vous que pendant qu'on travaillait avec eux, il y avait d'autres activités qui se passaient ailleurs, notamment des gens qui ont déposé une plainte pour mettre fin à ce rapport-là. Donc on a senti peut-être qu'il y avait une volonté d'arrêter ce rapport. Mais ce qui est sûr, la commission a travaillé avec ses 10 membres du début jusqu'à la fin. C'est uniquement le jour du rapport que les députés de l'opposition ont refusé de venir à la réunion de validation du rapport. Quoi qu'il en soit, l'opposition comme la majorité parlementaire ont intérêt à mettre leurs humeurs et autres considérations de côté pour éclairer les Nigériens sur cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Restons toujours dans les locaux de l'Assemblée nationale où les députés nationaux ont reçu hier la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Elle était venue au Niger pour faire connaître son institution, mais aussi découvrir le Parlement nigérien. Eh bien, cette visite a suscité des réactions des acteurs de la société civile que je vous propose de suivre. Si l'Assemblée nationale du Niger a des problèmes, a des soucis avec le statut de Rome, on n'en a pas besoin de dévancer un franc. On n'a pas besoin de faire bouger une juridiction internationale dont d'aucuns pensent qu'elle est partiale au Niger. Non, il suffit tout simplement d'inviter le ministre de la Justice du Niger qui va aller devant le Parlement les éclairer par rapport au statut de Rome. Vraiment, on comprend mal le fondement. C'est mal fondé la venue de la procureure générale de la CPI au Niger. Nous nous demandons l'utilité, même leur rôle constitutionnel, les préoccupations des citoyens. Parce qu'il me semble, avec toutes les interpellations qu'il y a eu, l'Assemblée n'a pas daigné inviter les enseignants pour leur permettre de cerner le problème que vit l'école publique, où se trouvent les enfants de ceux qui les ont élus. C'est une représentation nationale. Et surtout, c'est l'Afrique même qui se bat contre cette institution. C'est l'Afrique qui se bat contre cette juridiction. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ces pays qui décident de quitter? Les pays estiment qu'elle est partielle. Parce que les gens estiment, ils ont constaté que c'est effectivement des Africains qui sont poursuivis devant cette cour. Maintenant, le débat doit se poser parce que les gens ont du mal à comprendre que des gens comme Sarkozy, qui sont à la base de la destruction de la Libye et de tous les dégâts irréférents au Mali, au Niger et dans la sous-région, sont en train de circuler. Des gens comme Bush sont en train de circuler. L'Israël fait ce qu'elle veut et aucun dirigeant de ces États n'est inquiété. Mais en Afrique,
Malheureusement, beaucoup d'Africains sont devant la CPI. La réflexion que les gens doivent mener d'une manière générale, c'est qu'on ne peut pas sortir directement de la CPI sans qu'on ait notre propre cours en Afrique. On la met en place avec les mécanismes institutionnels et juridiques pour qu'elle fonctionne. Maintenant, si les gens veulent, on peut se détacher de la CPI, mais que la justice africaine continue à juger les chefs d'État. Puisque vous ne pouvez pas gouverner, faire ce que vous voulez, autant que faire se peut, et maintenant vous descendez, il n'y a aucune cour ou aucune justice contre vous. Là, il n'y a plus de démocratie, il n'y aura pas de bonne gouvernance, et les Africains ou les citoyens seront exposés à beaucoup de menaces des dirigeants, à beaucoup de menaces de dictature et autres. Donc je pense que la visite de Bensouda au Niger s'inscrit dans le sens, comme je vous ai dit, d'expliquer aux parlementaires la nécessité pour le Niger peut-être de ne pas se prononcer pour le retrait de la CPI comme l'ont fait déjà d'autres pays africains, et que les gens comprennent comment la CPI fonctionne. Mais d'une manière ou d'une autre, ce qu'il faut relever, quand vous avez suivi un peu ce qui s'est passé, je n'ai pas du tout apprécié l'attitude ou le comportement aussi de nos honorables, puisque j'ai vu beaucoup de députés qui se répètent, qui disent la même question. Bon, voyez-vous, ça, l'image aussi de l'Assemblée nationale est mise en jeu. L'Africa Hall de Niamey a servi de cadre ce matin à un atelier de restitution des résultats d'un audit. C'est un atelier organisé par le projet de gestion des catastrophes et des risques de développement urbain PGR-C2U. L'atelier est organisé avec la collaboration de la Banque mondiale. Le compte rendu avec Asma Seydou et Nasser Seydou. Cet atelier national de restitution des résultats de l'audit organisationnel et financier des communes des régions de Difa, Dosso, Tillabéri et Niamey rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat qui lie la Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses au PGRCDU. C'est suite aux inondations de 2012 que le gouvernement de notre pays a sollicité et obtenu de la Banque mondiale et du Fonds pour les pays les moins avancés une enveloppe de 106 millions de dollars pour financer le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain afin de réduire la vulnérabilité des populations exposées aux risques d'inondation par une approche multisectorielle intégrée, tout en tenant compte des impératifs de développement communautaire et du renforcement des capacités des structures nationales tant au niveau central que local. Ce projet a pour objectif de développement d'améliorer la résilience de nos populations face aux risques d'inondation grâce à un certain nombre d'interventions liées à la maîtrise des inondations sur des sites ciblés et au renforcement des capacités des structures nationales à répondre rapidement et efficacement en situation de crise ou d'urgence. Le PGRC a déjà financé certaines activités au profit de la Direction générale de la décentralisation, dont entre autres la formation de 208 maires et receveurs municipaux sur la réduction des comptes avec l'appui de la Cour des comptes, la formation d'une cinquantaine de cadres techniques régionaux de Difa, Dosso, Tillabéri et Niamey sur la gestion des risques de catastrophes et des changements climatiques dans les politiques de développement. Le conseiller technique du ministre d'État a axé son intervention sur les objectifs visés. Permettre d'évaluer les potentiels financiers en termes de ressources mobilisables pour réaliser les investissements et satisfaire les besoins en ressources humaines, en qualité et en quantité des communes ciblées. D'évaluer les dispositifs organisationnels et financiers des communes concernées, d'identifier les faiblesses et insuffisances de l'organisation actuelle des communes cibles, d'évaluer les ressources humaines en effectif, fonction, qualification, d'évaluer le fonctionnement des services financiers en moyens ou procédures bien sûr,
d'évaluer le niveau d'intervention des services techniques aux communes, de définir les besoins en personnel en adéquation avec la taille des collectivités, villes, communes, urbaines et rurales, de proposer une esquisse de plan de formation et d'évaluer conséquemment les besoins en formation dans les différents domaines de compétences des communes et enfin de dresser un bilan sur 3 ans du budget des communes en mettant en exergue l'évolution des recouvrements, le niveau d'investissement et la prise en charge du fonctionnement. Notons enfin que cet atelier est organisé par le projet de gestion de risques et de catastrophes et de développement urbain PGRCDU. Reporters sans frontières, RSF a publié ce jour son rapport 2017 sur le classement mondial de la liberté de la presse durant l'année 2017. Comme il fallait s'y attendre, le Niger a perdu encore 9 places par rapport à 2016. Steve Plito. L'édition 2017 du classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières est marquée par la banalisation des attaques contre les médias et le triomphe d'hommes forts qui font basculer le monde à l'heure de la post-vérité, de la propagande et de la répression. Ce classement mondial publié par RSF démontre les risques de grand basculement de la situation de la liberté de la presse dans de nombreux pays importants. Partout où le modèle de l'homme fort et autoritaire triomphe, la liberté de la presse recule. L'obsession de la surveillance et le non-respect du secret des sources contribuent aussi à faire glisser vers le bas nombreux pays considérés hier comme vertueux. C'est l'exemple des États-Unis, 43e avec 2 points de moins. Le Royaume-Uni, 40e, moins 2 également. La Chili, 33e, moins 2 aussi. Ou encore la Nouvelle-Zélande, 13e, avec 8 points de recul. Le journalisme, fragilisé par l'érosion démocratique à force de propos nauséabonds, de lois liberticides, de conflits d'intérêts ou même de coups de matraque, le régime démocratique multiplie les accrocs contre une liberté qui est en principe l'un des principaux indicateurs de leur bon fonctionnement. Cette régression n'est pas nouvelle. Elle était déjà perceptible dans les classements précédents. Mais ce qui frappe cette année, c'est l'ampleur et la nature des attaques constatées. Une carte du monde de plus. Selon Reporters sans frontières, la liberté de la presse n'a jamais été aussi menacée. Ils sont désormais 21 pays classés noirs, c'est-à-dire où, sous la situation de la presse est considérée comme très grave, 51 pays sont en rouge. La situation de la liberté de l'information y est considérée comme difficile. Au total, près de 2 tiers des pays répertoriés ont enregistré une aggravation de leur situation. L'édition 2017 du classement mondial de la liberté de la presse révèle des mots et fléaux qui nuisent à la liberté d'informer dans le monde. S'agissant du Niger, le pays a connu un recul de 9 places à cause du non-respect de l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse, caractérisée notamment par l'arrestation des journalistes du journal Le Courrier, le retrait d'accréditation de la correspondante de France 24, entre autres. Ainsi, de la 52e place en 2016, le Niger occupe cette année la 61e sur 180. Point final de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.